Salut à tous, c'est Benoît de Scalesia, je pense qu'on se connaît un petit peu. Aujourd'hui, j'aimerais varier un petit peu les sujets, j'aimerais vous parler du growth et vous expliquer pourquoi, à notre sens, le growth tel qu'on l'entend, tel qu'on le définit en Europe, mais aussi aux États-Unis, passe à côté d'un certain nombre de choses dans l'optique de faire grossir une boîte. Donc ça va être une vidéo comme ça, voilà, le micro, le café, le canapé, on va y aller tranquillement. Donc je vais vous expliquer pourquoi chez Scalesia, on s'est trouvé pas mal à l'étroit par le passé avec les différentes conceptions qu'on fait du growth, les définitions communément admises, et pourquoi, de par cette limitation, on est arrivé avec notre propre modèle. Et l'idée, c'est de vous présenter justement ce modèle-là, et pour que vous compreniez exactement comment nous, on appréhende la croissance déjà de Scalesia, mais aussi et surtout des boîtes qu'on accompagne, et pour que vous puissiez vous aussi réutiliser ce modèle pour votre propre boîte, votre propre projet, et pour que vous puissiez avoir cette approche qu'on appelle holistique, c'est-à-dire qui inclut tous les pans de la croissance d'une boîte, et pas seulement l'acquisition, pas seulement la distribution, etc. Parce que faire venir des clients, c'est pas l'unique manière de faire grossir une boîte, ça vous le savez. Pour discuter sur de bonnes bases, déjà, premièrement, il faut qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'on entend par growth. L'idée, c'est pas de donner une définition arrêtée académique, Wikipédia fera ça bien mieux que moi, mais c'est plutôt de vous parler des différentes conceptions, des différentes approches, des différentes sémantiques du growth dans les différentes zones géographiques, parce qu'on se rend compte finalement que le growth va avoir différentes lectures de part et d'autre de l'Atlantique. Aux États-Unis, quand on parle de growth, un mec aux États-Unis ou une femme qui fait du growth, c'est quelqu'un qui va travailler principalement sur le produit. Donc son travail à lui, ça va être, ou à elle, ça va être de faire en sorte que le produit soit tellement qualitatif, soit tellement bien positionné et soit tellement engageant. Voilà, l'engagement, c'est vraiment un terme clé, que la croissance va se faire de façon, on va dire, organique, mécanique. Donc on parle de growth loops. C'est une boucle en fait, c'est une boucle de croissance, voilà, traduit littéralement, où on se rend compte que un nouvel utilisateur va produire une action qui va produire un résultat, et ce résultat va faire venir un nouvel utilisateur. Et là, on a une boucle de croissance organique, un effet boule de neige qui nous permet de faire grossir le produit naturellement. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place, peu importe le produit ou le service, parce que un service classique, très qualitatif, va forcément générer du bouche à oreille, va forcément générer des effets, des collatéraux qui vont être plus ou moins positifs. Parce qu'on peut avoir aussi des boucles de décroissance, un référent négatif par exemple, vous faites n'importe quoi, vous perdez des clients automatiquement parce que vos clients mécontents, vos utilisateurs mécontents vont en parler autour d'eux. Maintenant qu'on a dit ça, on se rend compte que le growth aux États-Unis, c'est vraiment très axé sur le produit, très axé sur ce qu'on va vendre au marché et comment on va le vendre et comment on va le fuseler. Là où, outre-Atlantique, donc en Europe, on va non pas se reposer sur les growth loops, on va se reposer sur un modèle dont vous avez très certainement déjà entendu parler, qui est le framework ARR, donc pour acquisition, activation, rétention, referral et revenu. Et en fait, la grosse erreur très très commune autour de ce framework, qui est considéré un petit peu comme la base du growth, c'est vraiment comme apprendre l'alphabet quand on veut lire. C'est vraiment le b.a.-ba dans le growth. La grosse erreur, c'est d'avoir une approche séquentielle de ces différents piliers de croissance, de ces différents leviers de croissance. C'est vraiment ça l'idée à retenir, c'est que le framework ARR n'est pas en train de nous dépeindre un funnel, un entonnoir de conversion avec un parcours client chronologique. L'activation ne va pas suivre nécessairement l'acquisition, la rétention ne va pas suivre nécessairement l'activation et ainsi de suite. Non, c'est différents leviers de croissance qui vont s'articuler différemment en fonction du projet, en fonction du contexte et même de la période. Et ça, c'est un truc vraiment super important à retenir parce que voilà, c'est vraiment cette grosse erreur-là qui est à l'origine de cette méconception qu'on a en Europe. C'est que on se retrouve avec un growth en Europe et a fortiori en France très axé autour de l'acquisition. En fait, un growth en France, son job, c'est de faire, entre guillemets, décoller la croissance en allant chercher un maximum d'utilisateurs, un maximum de clients, bien souvent le moins cher possible. Il y a cette notion de hacking, pour growth hacking, où en fait on va chercher à générer un maximum d'effets pour un minimum d'investissement. Ce qui est, à mon sens, une hérésie en soi, mais bon, passons, c'est pas le sujet. Et le gros problème de ça, c'est qu'on se retrouve avec un énorme délaissement des autres leviers de croissance qui sont, à notre sens, beaucoup plus puissant. Parce que justement, si on revient de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, on se rend compte que finalement, ce qui va nous permettre cette croissance organique, c'est à la fois la rétention, qui va être corrélée à la qualité du produit, à la qualité du positionnement de la boîte, et en même temps au referral, donc les recommandations, le bouche à oreille, qui va être une résultante directement de cette rétention. Donc en fait, on se rend compte que tout est corrélé. Et on se rend compte finalement que l'acquisition, elle est très très secondaire, parce que une fois que vous avez un produit qui génère beaucoup de rétention, beaucoup de referral, là l'acquisition devient finalement
complémentaire et pas sine qua non en fait à votre croissance. Parce que de toute façon, vous savez que tant que vous avez des utilisateurs, tant que vous avez des clients, vous en aurez de nouveaux qui arriveront avec un indice de viralité plus ou moins important. Et que l'acquisition, ça devient un moyen de booster votre croissance plutôt que de l'initier, quoi. La grosse erreur du coup en Europe, c'est ça, c'est d'avoir cette approche, je vais chercher du client, je bombarde le cold emailing, je bombarde l'ADS, je bombarde le SEO et finalement, on se soucie assez peu des autres piliers de croissance qui sont tout aussi importants. Et le problème de ça, c'est que on se retrouve avec des boîtes qui sont très segmentées où on va avoir une équipe qui s'occupe de la rétention, une équipe qui s'occupe de l'acquisition, une équipe qui s'occupe de l'activation. Et ça, c'est très très problématique parce que on n'a pas cette centralisation de la data. On a regardé un peu ce qui se passe côté États-Unis et côté Europe. Sauf que les deux, à notre sens, ont un énorme problème qui est commun, qui est que le growth n'est pas resitué au sein de tout le continuum qui permet à une boîte de grossir. C'est des approches du growth comme autosuffisant. C'est-à-dire que le growth, c'est quelque chose qui va venir un petit peu comme un supplément, comme une add-on qui va booster la croissance. Et ça, c'est très très problématique parce qu'on se retrouve avec des équipes ou des growth dans les boîtes qui sont complètement décorées de ce qui se passe au sein de la boîte. Alors que c'est pas du tout comme ça que ça doit se passer. Et donc en fait, on se retrouve avec une amalgamation de ces 5 piliers. On va les découvrir ensemble petit à petit, mais premièrement, c'est pas chronologique, hein, mais on va y aller en fonction de mes affinités propres parce que c'est moi qui parle. Premièrement, c'est le marketing. Première méconception, le marketing, c'est pas seulement distribuer un produit, c'est pas seulement faire de la pub, c'est pas seulement faire du RP, c'est pas seulement faire encore une fois de l'acquisition. Le marketing, c'est rechercher le marché, c'est comprendre le marché, c'est positionner une marque, c'est positionner un produit, positionner une proposition de valeur et c'est bâtir une brand. Parce qu'aujourd'hui, le plus gros différenciant pour une boîte, c'est pas la qualité du produit, parce que la qualité aujourd'hui au sein de quasiment toutes les industries, c'est une commodité, c'est la brand, c'est la marque, c'est l'histoire, c'est la mythologie qui va créer autour de son produit, autour de sa mission. La mission, on y reviendra. Et le travail du marketing, vraiment, essentiellement, c'est ça. On arrive ensuite à la partie qu'on appelle, nous, revenus. C'est tout le pan de la boîte, c'est tout le pôle dont le rôle, ça va être de maximiser le profit de la boîte. Parce que profit égale cash flow égale réinvestissement, égale plus de croissance, ou égale le levier pour aller lever des fonds. Donc ça peut s'articuler de la manière que vous voulez, hein. Là, on va parler dans le cadre du B2B, bon, bah, ça va être l'équipe sales, les BizDev, par exemple, qui vont aller chasser, ou les inside sales qui vont closer, et ainsi de suite, qui vont traiter les flux entrants, etc. Le pôle revenu, il est essentiel parce que c'est lui qui va nous permettre de concrétiser une relation avec le marché et de connecter la proposition de valeur, le problème avec la solution. Ensuite, on a la partie produit. La partie produit, c'est quoi? C'est non seulement l'offre qu'on va formuler auprès du marché, matérialisée par les bonnes fonctionnalités. Pareil, hein, c'est comme vous voulez, un produit ou service d'ailleurs, hein, mais en gros, c'est par quel moyen, par quel outil, par quel service vous allez résoudre le problème de votre audience, qui aura été au préalable comprise par la partie marketing, le travail marketing que vous allez faire, et comment vous allez améliorer votre produit en continu, en analysant la façon dont vos utilisateurs utilisent votre produit et en itérant dessus. Donc la partie produit, elle est essentielle, et elle est tellement essentielle que d'ailleurs le growth est très très fortement essentialisé autour de ça aux États-Unis, on en a parlé tout à l'heure. Et après, on arrive au dernier de ces 4 pans, qui est le growth. Et en fait, le growth, pourquoi je l'amène en dernier? C'est parce que le growth, lui, son rôle, ça va être de faire en sorte, maintenant que les 3 autres pans sont en place, d'accélérer tout ça. Et comment il va accélérer tout ça? Il va l'accélérer en créant des synergies, en créant des ponts et en faisant en sorte que tout tourne le mieux possible. Et c'est là qu'on comprend que le growth, c'est un élément constitutif d'un tout, d'un continuum qui permet au truc d'exploser et de grossir de façon pérenne sur le long terme. Donc le growth, il va travailler en gros avec les 3 pans qui sont de toute façon tous interconnectés. Il va travailler sur le go-to-market avec le marketing, il va travailler à l'automatisation d'une manière générale, il va travailler sur la partie CRM et Sales Ops avec la partie revenu, il va travailler sur la partie analytics et user research et expérience sur la partie product et ainsi de suite. Et donc en gros le growth, lui, il va utiliser ces différents outils, l'automatisation, l'expérimentation, la méthodologie, l'exécution rapide pour faciliter cette croissance et l'accélérer, tout simplement. Donc là, on a les 4 pans. Donc on les a vus s'afficher petit à petit, et ce qu'on voit, c'est que tout est interconnecté. Et ce qu'il y a au centre, ce qui permet le lien en fait entre tous ces pans, entre tout ce beau monde, c'est la data. C'est pour ça que c'est essentiel d'avoir une stratégie data, d'avoir une hygiène data suffisamment robuste pour faire en sorte que la data soit centralisée au sein de la boîte, qu'elle soit redistribuée de la bonne manière et qu'on puisse en tirer des conclusions suffisamment viables pour pouvoir exécuter de la bonne manière et réajuster sa stratégie aux besoins. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous ayez absolument un CRM en place. Si vous faites du B2C, il faut absolument que vous ayez un segment
qui envoie vers les bons data lakes avec un amplitude, etc. Là, pour le coup, vous exécutez, vous choisissez les outils que vous voulez, mais il faut que vous ayez cette centralisation de la data, cette transversalité pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Sinon, vous pouvez rien faire. C'est fondamental que vous soyez ce qu'on appelle data-driven. Là, on a parlé des 4 pans. Sauf que je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a un 5e. Et le 5e, c'est à mon sens le plus important, le plus fondamental et en même temps le plus négligé. C'est-à-dire que quasiment aucune boîte n'a nécessairement conscience de ce truc-là. Et pourtant, c'est ce qui fait ou défait la croissance et la pérennité d'une boîte. Ce 5e pan, c'est le système. Qu'est-ce que j'appelle système ? C'est un petit peu comme l'OS, le système d'exploitation de votre Mac ou de votre Windows, de votre ordi. C'est en gros tous les éléments qui vont permettre à votre boîte de se concentrer sur les bonnes choses, d'avancer de la bonne manière, d'attirer les bonnes personnes. Et ce système, il se constitue de 6 éléments. Premièrement, c'est votre mission / votre vision. Qu'est-ce que votre boîte cherche à accomplir ? Qu'est-ce que votre boîte cherche à changer dans le monde, tout simplement. Ça peut être quelque chose d'extrêmement ambitieux, voire quelque chose de beaucoup moins ambitieux, qui est beaucoup plus à taille humaine. Là-dessus, il n'y a pas de jugement de valeur, mais faut que les gens qui sont dans votre boîte soient tous rivés vers le même objectif et sachent exactement vers où ils vont en fait, et qu'ils y aillent dans la même direction et de la même manière. Et on arrive au 2e point, qui est les gens. Donc les gens, la partie people. Comment est-ce que votre boîte attire les bons talents, les bonnes personnes de la bonne manière et fait en sorte de les faire rester? Et des gens qui sont en phase avec les valeurs de la boîte. Et on arrive au 3e point, donc la notion de valeur, la notion de culture d'entreprise qui est absolument fondamentale. C'est absolument pas un buzzword, c'est absolument pas du bullshit. C'est fondamental que la boîte ait une culture forte, connue, maîtriser, pérenniser et renforcer au fur et à mesure pour éviter les effritements. Et ensuite, on arrive aux 3 derniers points. C'est comment est-ce que votre boîte fait face aux problèmes, parce que des problèmes, vous en aurez tout le temps. Donc, quelle est votre stratégie, quelle est votre méthodologie par rapport à la gestion des problèmes que vous allez rencontrer au quotidien et qui vous permettent d'éviter de vous manger des murs, tout simplement. Comment est-ce que ensuite vous gérez votre temporalité? Comment est-ce que vous échafaudez des plans? Comment est-ce que vous fixez des stratégies, des tactiques et vous faites en sorte de les maintenir à flot et de les accomplir sur la durée sans vous perdre? Et le dernier point, c'est les process. Comment est-ce que vous optimisez tout ça? Comment est-ce que vous automatisez un maximum de choses? Comment est-ce que vous faites en sorte que l'information, finalement, gravite de la bonne manière et soit desservi aux bonnes personnes au bon moment, et comment est-ce que vous faites en sorte que ces process scale sur la durée pour encore une fois maximiser la pérennité de tous les autres pans qu'on a vus. Et en fait on voit que ce système là il englobe tout le reste, c'est-à-dire que les 4 pans qu'on a vus, le marketing, les revenus, le product, le growth, ne peuvent pas vraiment fonctionner s'il n'y a pas ce système qui tourne en toile de fond qui permet à tout ça de se maintenir. C'est pour ça qu'à notre sens aussi, là je fais une petite parenthèse, c'est fondamental en tant qu'entrepreneur d'avoir des notions élémentaires dans chacun de ces points. Et le rôle du CEO sur le long terme, c'est vraiment de faire en sorte que ce système-là tourne le plus possible et qu'il scale, qu'il se développe, qu'il grossisse au fur et à mesure que la boîte grossit pour maintenir en fait les ordres de grandeur. Une fois qu'on a compris ça, on a compris qu'on parle plus vraiment de growth en tant que tel, on parle plus vraiment de growth marketing ou de growth hacking, mais on parle de croissance en tant que tel. On parle de croissance à part entière et on comprend que finalement, faire du growth pour du growth, que ce soit faire un growth focus produit ou un growth focus acquisition, c'est s'attaquer qu'à une toute petite partie d'un problème qui est beaucoup plus complexe et qui nécessite une approche vraiment holistique. Et c'est pour ça que nous, chez Scalezia, on a complètement arrêté en fait de parler de growth de manière générale, mais qu'on parle de croissance. Parce que notre objectif, c'est pas de délivrer un savoir-faire growth aux entreprises si ce savoir-faire n'est pas délivré de la bonne manière, n'est pas exécuté de la bonne manière. Et qu'on préfère plutôt avoir cette approche transverse qui va tout allier et qui va faire en sorte que chaque pan au sein de l'entreprise grossisse, prenne en maturité, prenne de l'ampleur au même rythme que les autres pour faire en sorte que ça grossisse de façon homogène et éviter les déséquilibres. Parce que ce qu'on voit très souvent, c'est que on va avoir des boîtes qui sont très prolifiques pour générer énormément de leads, mais qui vont être complètement dysfonctionnelles quand il s'agit de les convertir ou de les faire rester. L'objectif, c'est de faire en sorte que tout ça soit aligné de la bonne manière, encore une fois, en utilisant cette matrice-là, qu'on va vous mettre en lien dans la description. Donc, vous aurez un petit lien et vous pourrez aller télécharger tout ça. Ça vous fera une petite matrice. Pour la prochaine vidéo sur le sujet, on vous montrera comment nous, on a segmenter ces différents caps de croissance et comment, grâce à ça, on réussit à faire passer des caps de chiffre d'affaires et de croissance à nos clients en mettant en place une méthodologie et différentes milestones à aller atteindre en vertu de cette matrice. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris 2-3 petites choses. Moi, c'était un plaisir de vous parler. Mon café est froid, j'ai pas beaucoup pensé à le boire en vous parlant. On se voit très vite pour une prochaine vidéo, mais d'ici là, vous en avez une petite qui s'affiche là dans les suggestions. N'hésitez pas à aller la voir parce qu'on se donne beaucoup de mal. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, n'hésitez pas à faire tourner au sein de votre boîte. Je pense que ça pourrait en intéresser 2 ou 3. On se dit à très vite pour la prochaine. C'était Benoît de Scalezia. Ciao.